Monsieur Avenel. Ah, bonjour, cher ami. Comment on va? Bien, merci. Ah, je vous ai fait appeler. Que se passe-t-il? On ne vous voit plus. Vous le boudez? Oh non. Garrett. Non, merci. Dites-moi, pourquoi avez-vous refusé de faire partie de la commission d'enquête? Oh, j'ai beaucoup de travail en ce moment et je fais déjà partie d'autres commissions. Avenel, répondez-moi franchement. Ce n'est pas parce que nous avons eu l'autre jour une petite discussion bien fraternelle? Eh bien, justement, si. Je voudrais vous parler de la franc-maçonnerie. Ah, mais bien, voyons, mais bien entendu. Asseyez-vous. Ah. Alors, je vous écoute. Eh bien, voilà, vous avez été mon présentateur, je vous dois une explication. Je suis décidé à déposer ma démission. Vous avez l'air d'avoir été déçu par la maçonnerie. Au pire, choqué. Pourquoi? Et confessez-vous, mon vieux. Vous ne serez pas le premier maçon qui m'aura ouvert son cœur. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Mais à moi, personnellement, rien. Mais je trouve ce milieu maçonnique... Pourri d'arrivistes écœurants. Je vous l'accorde. Ah, ben, je ne vous le fais pas dire. Oh, croyez-vous que je sois dupe? Ben, alors je ne comprends pas. Autant de vertus affichées sur le programme à la porte. Tant de mystères à l'intérieur pour ne cacher que ces petites combines, ces appétits de comitard. Je m'attendais à trouver des hommes dévoués, sinon supérieurs. Au lieu de ça, je n'ai rencontré que des quémandeurs de bureaux de tabac ou de décoration, ou alors des fripouilles qui cherchaient à m'utiliser pour échapper à des condamnations. En dehors d'eux, des phraseurs, des sectaires ignorant tout, ne connaissant rien de l'histoire de leur pays, rien de l'histoire du monde, rien de la politique, rien de la philosophie, rien. Ah, des cerveaux vides, mais des dents longues et des langues folles. Et c'est cela qui gouverne la France. Quel grade avez-vous maintenant? J'ai été initié à la maîtrise il y a peu de temps. Eh bien, si vous avez le courage de vivre encore quelques années dans la médiocrité des ateliers bleus, vous passerez ensuite aux ateliers supérieurs. C'est mieux? C'est autre chose. Voyons, vous êtes 33e, n'est-ce pas? C'est le grade le plus haut dans la maçonnerie. Mon petit Avenel, je vais vous révéler, quoique je ne le doive pas, ces fameux secrets maçonniques dont on fait tant de mystères. En maçonnerie, on cache tout aux petites gens. En bas, vous ne savez rien. En haut, vous commencez à voir un peu plus clair dans le jeu mondial. Moi-même, je ne suis pas totalement éclairé sur les intentions des dirigeants de notre ordre. Et quand je dis dirigeants, je me trompe. Il n'y a pas de chef chez nous. Il n'y a que des exécutants. Je suis un pion sur un échiquier, j'accomplis une fonction. Je reçois des messages. J'obéis. Je transmets. J'agis. Mais qui dirige? Personne. C'est beaucoup plus compliqué et simple en même temps qu'on ne pense. Qu'est-ce que la maçonnerie? Des groupes d'hommes qui se sont réunis aux quatre coins de l'univers pour enserrer le monde dans un réseau aux mailles infranchissables. Nous sommes 50 000 en France, 500 000 en Angleterre, 3 millions en Amérique, c'est peu. Mais c'est énorme, parce que nous formons un bloc uni d'une seule volonté. Nous rayonnons partout, nous commandons partout. Ici, 300 parlementaires sont francs-maçons. En Angleterre, le roi fait partie de notre ordre. Aux États-Unis, le président est 32e. Il n'y a pas un pays où nous n'ayons nos appuis secrets, nos hommes, nos banques, nos groupes dévoués. Et ceci n'est rien. Je ne vous montre là de la maçonnerie que la puissance physique. Il y a peut-être autre chose. Mais quoi? Une doctrine supérieure. Une antique expérience des forces du monde qui nous permet de pousser les peuples tantôt vers la vie, tantôt vers la mort, quand il le faut. La mort? Je croyais la maçonnerie attachée à la paix. À une certaine paix. Notre paix. Sinon, alors,
cette démission? Je vais réfléchir. La Fabian Society, créée en 1884, est un mouvement radical basé à Londres dans le but de renverser l'ordre existant et d'établir un gouvernement socialiste mondial contrôlé par ses dirigeants et par les intérêts financiers qui leur sont associés. Londres était déjà à l'époque le centre du capitalisme libéral, lui-même étant déjà subversif. La principale organisation radicale de promotion du socialisme en Angleterre était la First International, l'aile gauche socialo-communiste, anarchiste de groupes et syndicats, créée en 1864 par Karl Marx. Les doctrines de Marx n'étaient initialement disponibles qu'en français et en allemand. Par conséquent, elles n'ont eu que peu d'impact sur le public britannique. C'est son disciple Henry Hyndman qui fut le premier à vulgariser les enseignements de Marx et d'autres socialistes allemands en anglais. Hyndman a également été le fondateur en 1881 de la Fédération social-démocrate. Le rôle de Marx était d'utiliser les travailleurs comme des idiots utiles et des outils aveugles qu'il espérait pouvoir manipuler. Pour poursuivre leur conspiration au nom de la classe ouvrière, ils ont dû cultiver et façonner toutes sortes d'utopies communistes et socialistes. Marx espérait exploiter la jalousie du prolétariat pour imposer un enfer sur terre dans lequel la peur, la souffrance, la terreur et la trahison régnaient en maître. Dès le début, le mythe de Marx était imprégné d'occultisme. Son père, Herschel A. Levi Marx, un juge de la Cour suprême ayant des liens avec les Rothschild, s'était converti de manière opportuniste au christianisme en 1816. Quel était le mauvais sentiment, étant donné que le père de Herschel était un grand rabbin célèbre à Cologne? Son beau-père était également rabbin. Le 5 mai 1818, dans la ville allemande de Trèves, Marx est né. En dépit d'être un chrétien présumé, il a reçu le nom de Mosaïque Moshe Mordecai Levi Marx. Karl a été utilisé comme nom de couverture pour sa personnalité chrétienne. Il n'a été baptisé qu'à l'âge de 6 ans, mais on prétend qu'il était le troisième cousin de Lionel Nathan Rothschild, basé à Londres. Puis, par pure coïncidence, le jeune Marx est allé dans une école jésuite en même temps qu'il est allé dans une école talmudique où il a appris que les Juifs doivent gouverner le monde. Bernard Lazare, un fonctionnaire et publiciste bien connu dans le judaïsme, a confirmé que Marx avait été profondément affecté par le talmudisme. Voici ce qu'il écrira dans ses poèmes. C'est art que Dieu ne veut ni ne veut. Il saute au cerveau du brume noir de l'enfer, jusqu'à ce que le cœur soit ensorcelé, jusqu'à ce que les sens reviennent. Avec Satan, j'ai conclu mon marché. Avec dédain, je jetterai mon gant à la face du monde, et je verrai l'effondrement de ce géant pygmée dont la chute n'étouffera pas mon ardeur. Alors je pourrai marcher triomphalement comme un dieu à travers les ruines de leur royaume. Chacune de mes paroles est feu et action. Ma poitrine est égale à celle du Créateur. Les membres de la Fabian Society sont ses adeptes inconditionnels et qu'en ce sens, son communisme fut un moyen pour détourner et de couper les âmes humaines de la source, afin de les envoyer directement dans l'abîme. C'est bien en cela qu'ils sont si dangereux.
Le but étant de détruire la spiritualité pour la remplacer par l'athéisme, qui est la religion de la science, d'effacer l'histoire pour ensuite détruire l'identité, la culture et de remplacer l'amour par la haine. Certains historiens réalisent aujourd'hui que des composantes essentielles ont été souvent négligées pour comprendre les mouvements totalitaires du XXe siècle, en particulier le national-socialisme et le bolchevisme. L'une de ces composantes est sans doute la tentative d'inventer des alternatives aux religions traditionnelles et au concept du sacré en tant qu'opium des peuples. Cette célèbre définition de l'opium des peuples fut formulée par Karl Marx, qui déclara aussi « Un spectre rôde autour de l'Europe, le communisme ». C'est à lui que le 31 mars 1854, son fils Edgar écrit une lettre commençant par « Mon cher diable », tandis que sa femme le surnomme « le grand prêtre ». Or, la seule religion disposant en Europe d'un grand prêtre est le satanisme. Et le manifeste du Parti communiste de Karl Marx commence précisément par l'attente d'une apparition spectrale. Son auteur part du principe que l'on vit dans une société bourgeoise au bord du précipice, telle l'Hamlet de Shakespeare, prince d'un État en décomposition. En prenant le pouvoir, l'homme nouveau chasse de son esprit et de celui de la société qui l'entoure tout autre spectre qui ne prendrait pas la forme de ce nouvel homme communiste. La Révolution remporte un franc succès là où Marx s'y attend le moins, c'est-à-dire en Russie en 1917. Pour Lénine, père de cette révolution, l'homme nouveau communiste et marxiste doit condamner la religion. Dès lors, les images sacrées traditionnelles sont ridiculisées et détruites, ainsi que les églises. Paradoxalement, Lénine s'approprie les normes potentielles symboliques de la religion. Il connaît le pouvoir de la transcendance et du sacré. Voilà pourquoi nous allons parler de religion, de transcendance et de mystère. Nous allons parler de magiciens comme Raspoutine, du culte de Lénine vivant et de celui de Lénine mort, de son mausolée où repose sa dépouille et tout près de son cerveau analysé par les scientifiques. Nous parlerons du déchaînement de la violence anti-religieuse, d'une science fantasmagorique qui prétend pouvoir vaincre la mort, du mythe de Staline remplaçant celui de Lénine et de l'occultisme pratiqué y compris dans les différents communismes de Cuba, de Roumanie, de Corée et du Cambodge. Le fait d'attribuer à la seule droite politique un intérêt pour l'irrationnel ou la culture ésotérique est une erreur. Depuis le début du siècle dernier, tous les courants politiques, du libéralisme au communisme, ont été influencés, quand bien même marginalement, par cette culture ésotérique, y compris le bolchevisme. Quelques amis et collaborateurs de Lénine avaient une vision qui ne paraissait pas compatible avec le matérialisme historique et dialectique de Marx. Les constructeurs de Dieu, Anatoly Lunacharsky, l'idée de Bogdanov et du sang qui transmet une hérédité. Je crois véritablement que l'ésotérisme a été présent, y compris au sein même de la culture politique qui paraissait en être la plus éloignée. Une partie d'entre eux ont influencé et influencent encore notre civilisation qui est loin d'être négligeable. Ils se présentent sous des étiquettes de philosophes, de penseurs, d'essayistes, de romanciers que nous retrouvons en arrière-plan du pouvoir. Et rares sont ceux qui réalisent aujourd'hui que les normes culturelles de la moralité ont été fortement façonnées par ces propagandistes adeptes du darwinisme social de ces 100 dernières années.
Peu importe que vous les appeliez socialo-démocrates, communo-marxistes ou républicains, ce sont tous des pièges qui vous ont été tendus car le but final est bien d'installer la dictature mondiale. Les fondateurs de la Fabian Society étaient Sidney et Beatrice Webb, George Bernard Shaw, financés par John David Rockefeller, eux-mêmes influencés par le marxisme et qui appartenaient au cercle de la Fédération social-démocrate. Ce qui les a distingués dès le départ, c'est la méthode par laquelle ils ont cherché à atteindre leurs objectifs. Alors que d'autres socialistes parlaient de révolution, les Fabiens résolurent de construire le socialisme progressivement et furtivement. Le but étant d'utiliser des méthodes indétectables pour réformer leur environnement en quelque chose d'utopique. C'était une alternative astucieuse à la Fédération marxiste socialo-démocrate de l'époque qui s'inspirait de la Révolution dite française que Karl Marx avait étudiée scrupuleusement lorsqu'il vivait à Paris. Le plan fabien était totalement différent, même si la résultante devait rester la même. C'était de se servir des isoloirs et de la démocratie représentative comme instrument de changement. Ils infiltreront les institutions et pourront, comme des termites, les dévorer de l'intérieur. Ils occuperont ainsi des postes dans des établissements d'enseignement. Ils prendront des positions stratégiques dans le système judiciaire et gouvernemental. Ils prêcheront l'évangile fabien à des étudiants vulnérables qui n'avaient pas la sagesse pour savoir ce qui leur était imposé. L'école qu'ils créeront en 1895, l'économie de sciences politiques de Londres, appelée plus communément la LSE, produira 55 chefs d'État ou de gouvernement anciens et actuels et 18 lauréats du prix Nobel économique de paix et de littérature. De toutes les universités européennes, la LSE a formé le plus de milliardaires selon un recensement mondial en 2014. Ne soyez donc pas étonnés que George Soros l'ait fréquenté en 1954. Ce sont des milliers de fonctionnaires et les futurs présidents sur toute la planète qui seront formés à leur idéologie. Ils changeront ainsi l'issue des affaires judiciaires en recourant à la réinterprétation juridique et à des légendes sémantiques déterminées à un résultat souhaité par les juges fabiens. Ils seront devenus des politiciens qui exigeront les changements indiscernables de la capacité de leur bureau, plantant ainsi leurs graines vénéneuses dans toutes les strates de la société. À sa création, la ruse habile de feindre la respectabilité tout en subvertissant la société à des fins révolutionnaires a eu un succès phénoménal. Cela leur a donné une entrée facile dans les gouvernements, les banques, les bourses et les universités pluridisciplinaires. La politique de tromperie leur a permis d'avoir leur gâteau et de le manger aussi, alors que les autres extrémistes avec des politiques plus violentes étaient exclus des relations sociales ordinaires. Les Fabiens, quant à eux, étaient les bienvenus parce qu'ils étaient des intellectuels aimables et courtois et possédaient cette approche de gants de velours. Mais sous leur rhétorique apparemment compatissante, les fondateurs de la Fabian Society étaient et sont, en réalité, snobs, élitistes et nourrissaient un mépris farouche pour les plus pauvres des pauvres. Ils étaient tous des fervents racistes, obsédés à soumettre l'humanité au nettoyage ethnique.
George Bernard Shaw et les Webb ont ouvert la voie en combinant les idéologies progressistes du socialisme et de l'eugénisme. Ils ont ainsi fourni aux autres protagonistes génocidaires, comme H.G. Wells et la famille Huxley, la justification intellectuelle de la politique eugénique qui a conduit au scandale des générations volées et de multiples génocides à travers la planète. La vie humaine n'a aucune valeur à leurs yeux, si ce n'est que la leur. Parmi tous ces psychosociopathes, ils ont dès la création de toutes leurs organisations usé de leur influence pour semer les graines de l'oppression, scientifique totalitaire ou non de la raison. Et jusqu'aux années 40, ils n'ont jamais caché leur agenda psychopathique dont la promotion s'est faite à travers leurs livres, leurs films et leurs conférences. Ils nous ont tous amenés psychologiquement à accepter l'inacceptable. Pendant plus d'un siècle, cette organisation et toutes celles qui sont dites philanthropiques ont changé. Les lois, les modes, les mœurs, sapé la famille traditionnelle, les droits de propriété et la liberté individuelle. Tout ceci a été à peine perceptible au fil des décennies, pour en arriver à la dégénérescence que nous connaissons de nos jours. La Fabian Society a pour but de détruire les nations de l'intérieur et l'école de Francfort pour démolir les fondements de toutes les valeurs en les inversant. Ces deux organisations n'ont eu de cesse que de conspirer depuis plus de 137 ans. Ils ont vu tout ceci comme un projet à long terme et leur objectif s'est concentré clairement sur la famille, l'éducation, les médias, le sexe et la culture populaire. Ces philosophes marxistes néo-freudiens de l'école de Francfort voulaient de toute évidence créer des problèmes et semer la division dans les familles en creusant un fossé entre les parents et les enfants. Tout ce qui était bon dans les relations humaines devait être simplement détruit. Si les gens n'avaient pas de problème, alors les problèmes devaient être fabriqués pour rendre la vie impossible. Leur cause est le mal absolu. Entre 1946 et 1953, des scientifiques éminents de diverses disciplines se rencontrent au Beekman Hotel à New York, à l'invitation de la fondation Joshua Messi. Parmi eux se trouvent Norbert Wiener, Margaret Mead, Gregory Bateson, Kurt Lewin et John von Neumann. Le but de ces rencontres confidentielles, que l'on baptisera plus tard les conférences Messi et auxquelles participent parfois des agents de la CIA, créer une science permettant de prévoir et de contrôler le comportement humain. En ces temps de guerre froide, les États-Unis ont un besoin urgent de cette arme pour avoir l'avantage sur le nouveau champ de bataille du subconscient. Les participants des conférences Messi accueillent avec grand intérêt la publication en 1950 de La personnalité autoritaire. Il s'agit d'une étude collective de l'Institut international de recherche sociale, une annexe de l'Institut de recherche sociale de Francfort, dont les figures majeures sont Max Horkheimer et Theodor Adorno. La personnalité autoritaire est à l'époque l'étude sociologique la plus complète d'une société, en l'occurrence les États-Unis. Elle entreprend de fournir une explication scientifique aux préjugés religieux et raciaux. Les milliers d'entretiens récoltés forment une gigantesque base de données qui est exploitée par les ordinateurs les plus modernes et doit expliquer comment le comportement autoritaire peut devenir un phénomène de masse. Les auteurs de l'étude pensent que la cause se situe dans la matrice autoritaire de l'homme,
qui est la clé de la psychologie du fascisme et des systèmes autoritaires en général. Cette matrice se développe au travers de l'éducation et de la tradition. Elle est incompatible avec la représentation métaphysique d'une nature supranaturelle. Objectif de la personnalité autoritaire, cerner l'individu potentiellement réceptif au fascisme et au racisme, spécialement envers les Juifs. À cet effet, les sociologues mettent au point une échelle qui doit mesurer le potentiel fasciste de l'individu, baptisée échelle F. Les tendances cachées de la personnalité doivent être mises à jour grâce aux techniques psychologiques les plus sophistiquées, comme celle du psychologue américain Henry Murray, l'un des pères des tests de recrutement actuels. Pour éradiquer à jamais le fascisme et l'antisémitisme, il apparaît nécessaire de changer la nature de l'homme et son modèle culturel afin que cette matrice autoritaire disparaisse définitivement. Mais comment pénétrer sans opération dans la personnalité et la conscience des hommes pour changer cela? D'après le psychologue gestaltiste Kurt Lewin, l'un des participants aux conférences Messie, il convient d'abord de détruire les anciens équilibres et valeurs pour rendre les relations fluides. De nouveaux équilibres et valeurs peuvent alors être établis, qui seront consolidés de façon durable par l'autorégulation. La rééducation devient de l'auto-rééducation. Le monde est censé se transformer en une société mondiale post-nationale et multiethnique sans frontières codifiées. Les participants des conférences Messie pensent pouvoir fournir les outils et les plans de construction nécessaires à l'avènement de ce nouvel ordre mondial. Des machines à calculer nouvelles et plus rapides, ainsi qu'une théorie des systèmes et des modèles cybernétiques grâce auxquels tous les domaines de la science, de la culture et de la politique pourront être contrôlés et dirigés. Cela doit permettre la programmation d'un homme nouveau, d'un homme anti-autoritaire. Quant au dramaturge Georges Bernard Shaw, un nazi de la première heure, il a ouvertement appelé les scientifiques à développer des gaz pour assassiner des races et des groupes
qui ne voulaient pas être contrôlés dans leur utopisme fabien. Plus tard, I.G. Farben répondra à ces souhaits en développant l'une de leurs armes chimiques, le pesticide Zyklon B. L'histoire vous cache qu'I.G. Farben rachètera Bayer en 1925, puis sera officiellement démantelé en 1945 pour réapparaître sous une autre appellation, Farben Fabriken, Bayer AG, et récemment, ce groupe qui détient les laboratoires pharmaceutiques vient de racheter Monsanto. Les pires criminels de guerre de l'Allemagne nazie, après avoir été libérés, ont occupé des postes de direction dans le monopole chimique I.G. Farben. Ils sont retournés à des postes élevés chez Bayer, BASF, les banques et d'autres postes de pouvoir. Ils sont restés imperturbables, non traumatisés par les procès de Nuremberg. Condamnés à 7 ans de prison, ils n'en feront que 3. C'est sans compter sur tous ceux qui ont échappé aux condamnations en étant récupérés lors de l'opération Paperclay. Ils ont pu continuer leurs expériences inhumaines sous de faux noms. Shaw a également exigé un système dans lequel les humains devaient siéger dans un comité et justifier de leur existence, devant un panel de fonctionnaires qui avaient le droit de décider du sort d'une personne. Si les gens ne pouvaient plus démontrer qu'ils étaient productifs devant ce panel de bureaucrates, ils seraient humainement assassinés. Voici ce qu'il a appelé de ses vœux. And say every 5 years or every 7 years, just put him there and say, sir or madam, now will you be kind enough to justify your existence? If you can't justify your existence, if you're not pulling your weight in the social vote, if you're not producing as much as you consume, or perhaps a little more, then clearly we cannot use the big organization of our society for the purpose of keeping you alive, because your life does not benefit us and it can't be of very much use to you. Il a également décidé de poursuivre la politique de Sidney Webb et de sa femme Béatrice, c'est-à-dire l'infiltration des idées socialistes dans les partis politiques existants sur toute la planète, à commencer par les États-Unis. En 1889, il édite la publication des essais du socialisme fabien en écrivant lui-même deux d'entre eux. Il écrit que la nécessité d'un changement progressif doit être évidente pour tout le monde. Et dans la version Le Manuel Fabien, il rajoute que le socialisme peut être réalisé d'une manière parfaitement constitutionnelle par des institutions démocratiques.
Il ne se cachait pas non plus de dire « Nous avons exhorté nos membres à rejoindre les associations libérales et radicales de leur district. » Ou, s'ils préféraient, les associations conservatrices. Nous avons pénétré les organisations des partis et nous avons tiré les ficelles sur lesquelles nous pouvions mettre la main avec la plus grande habileté et nous avons si bien réussi qu'en 1888, nous avons acquis le solide avantage d'une majorité progressiste pleine d'idées qui ne serait jamais venue à leur tête si les Fabiens ne les y avaient pas mis. Et c'est exactement ce qui a été fait. Au cours de ce siècle, la LSE a conditionné les chefs d'État, les milliers de fonctionnaires et plusieurs générations d'universitaires. Par conséquent, leur interprétation déformée des écrits de Charles Darwin ont été et sont le prétexte à justifier l'hégémonie envers tous les peuples de la Terre. George Orwell, de son vrai nom Eric Blair, a fait ses études à Eton College, un centre d'éducation Illuminati. Il a appris le français par Aldous Huxley. C'est ainsi qu'ils sont devenus amis de longue date. Aldous l'introduit dans la société fabienne qui a en son sein une société secrète. Bien qu'elle ait pignon sur rue, derrière ces apparences, il existe, comme chez les francs-maçons et toutes les sociétés secrètes, de nombreux niveaux d'initiation. Ce qui signifie que la majorité des personnes impliquées dans l'organisation n'ont qu'une idée du réel agenda. La Fabian Society, depuis sa création, a joué un rôle majeur dans l'agenda fasciste mondial. Elle a toujours été la force derrière la création du Parti travailliste de la Grande-Bretagne. Elle opère à la fois officiellement et officieusement à travers le monde. L'importance dans le titre du livre de George Orwell est le fait que 1984 est l'année du centenaire de la Fabian Society. Mais on suppose qu'il ait perdu ses illusions la concernant. Et 1984, comme pour les autres auteurs, n'est pas une fiction, mais un exposé de l'agenda fabien. Son livre, écrit en 1948, explique en détail comment la population de masse peut être si facilement contrôlée par une élite relativement peu nombreuse. Cela expliquerait les raisons pour lesquelles la Fabian Society est détentrice des droits d'auteur de son livre jusqu'en 2025. Orwell appelle la dissonance cognitive la double pensée. C'est exactement ainsi que la majorité de l'humanité est restée en servitude pendant des milliers d'années. La plupart des gens se battent pour protéger le système de croyances, rejetant les informations qu'ils contestent sans enquêter sérieusement. Comment ne pas se poser la question légitime sur l'identité de Tony Blair, qui lui-même étant membre de la Fabian Society, et lorsqu'il était Premier ministre, a mis en place un nombre incroyable de caméras de vidéosurveillance, dont le total s'élèvera à plus de 4 millions, plus que dans le reste de l'Europe réunie. Et il passera également un nombre de lois réduisant les libertés des Anglais. Cette référence à Big Brother de l'État totalitaire de 1984 de alias George Orwell pourrait faire penser que Tony Blair serait l'un de ses descendants, ou bien alors son nom de guerre pris dans sa loge. Comme il en est de coutume dans les sociétés secrètes, et serait sa référence à l'illustre auteur
qui a mis en exergue l'idéologie des Fabiens, au même titre que l'origine du nom de la Fabian Society, qui est une référence au général romain Fabius Maximus Verrucosus, appelé aussi Fabius Concactor, c'est-à-dire le temporisateur. Il a vaincu ses ennemis en les épuisant sur une longue période, en évitant les batailles, et c'est exactement ainsi que l'agenda mondialiste a été planifié. Alors, que penser de l'identité de L'expression « le darwinisme social » fut inventée par le journaliste et anarchiste Émile Gautier en 1880, mais elle décrit une position bien plus antérieure développée par l'ingénieur, sociologue et philosophe Herbert Spencer. On lui doit d'ailleurs une formule devenue classique par laquelle on résume souvent le darwinisme qui est la survie du plus apte. Pour Darwin, Spencer ne respecte pas la réalité historique et il fait un usage abusif des thèses évolutionnistes ainsi que des concepts qu'il lui a empruntés. Sa position est réductrice et anti-scientifique. Charles Darwin ne l'a même pas évoqué pour les sociétés humaines, car il explique que chez les humains, il existe des instincts sociaux tels que la sympathie, l'altruisme et le sens de la solidarité. Ces qualités morales sont devenues partie intégrante de la culture. Si elles aussi ont été sélectionnées, c'est qu'elles facilitaient la survie des premiers groupes humains. Le plus apte n'étant pas forcément le plus vigoureux ou le plus habile à la chasse. Or, en sélectionnant les comportements sociaux, la sélection naturelle équilibre l'inné par l'acquis. C'est ainsi que la nature et culture s'amalgament peu à peu. Le contexte des pressions sélectives changeront. C'est ce que Spencer et les darwinistes sociaux ont fait fi de ne pas comprendre. Malheureusement, après la mort de Darwin en 1882, la tendance imprimée durant les années 1860-70 l'emportera, et bien des secteurs de sa théorie défendront le darwinisme social plus fidèle aux thèses de Spencer qu'aux siennes. C'est ainsi qu'en son nom, la protection sociale devient pour Spencer l'un des handicaps majeurs au développement des groupes sociaux, ce qui justifiera l'abolition des lois pour les plus démunis et la justification de l'esclavage. En 1883, le cousin de Charles Darwin, Francis Galton, invente le mot l'eugénisme et John David Rockefeller investira beaucoup d'argent dans ce programme de dépopulation. Il a été repris comme un programme d'action politique par Léonard, le fils de Darwin. Ce qui était une description deviendra pour ces élites dénuées d'empathie une prescription et une doctrine afin de justifier les pires crimes envers l'humanité, puisqu'il en résultera la fusion entre le darwinisme social et l'eugénisme pour arriver au transhumanisme. Dans les années 1870, Spencer était le philosophe le plus lu dans le monde anglophone. Les opinions racistes de Spencer et la promotion du darwinisme social ont eu le plus grand effet sur notre culture et qui a conduit à l'adoption d'une compétitivité des plus sauvages pour la richesse.
la position et les privilèges qui sont les moteurs dominants du sens social de soi. Dans la famille Huxley, demandait le grand-père, Thomas Henry Huxley, qui a également ouvert la voie en étant l'un des premiers à classer la race humaine en 4 catégories raciales: européenne, mongole, noire et australienne. Chaque catégorie a été décomposée en sous-catégories et classée selon divers attributs, dont l'intelligence. La sélection naturelle a été utilisée pour expliquer les raisons pour lesquelles la race européenne était supérieure. Huxley a également introduit la révolution darwinienne dans toutes les institutions religieuses pour lesquelles il a développé le terme antireligieux agnostique. Dans ce contexte, il a affirmé que tous les êtres humains descendent des singes et que l'humanité n'est en réalité rien d'autre. Il publiera la place de l'homme dans la nature. Son intention sera toujours de ramener l'homme au niveau d'un singe et sera également la clé pour éteindre l'optimisme dans la culture qui avait émergé de la Révolution américaine. Cette attaque sera la plus efficace et la plus directe contre le concept selon lequel l'humanité est fondamentalement distincte des animaux. L'idée qu'elle puisse descendre biologiquement d'un primate, comme le noyau de son identité, l'a tellement façonnée qu'elle est en totale opposition avec le concept de l'espèce humaine qui se distingue des animaux. Ce qui est désormais presque impossible pour qu'elle sache qu'elle ait une identité autre que celle d'une créature, semblable à un singe, entraînée instinctivement. Pour crédibiliser leur mensonge, les eugénistes fabriqueront leur chaînon manquant avec le crâne d'un être humain et la mâchoire d'un orang-outan, qui sera appelé l'homme de Piltdown. Le canular sera découvert en 1953. C'est ainsi que la révolution darwinienne s'est exportée dans le reste du monde. Son héritage s'est poursuivi au XXe siècle grâce à son grand protégé H.G. Wells et de ses petits-fils Julian et Aldous, qui ont beaucoup collaboré avec H.G. Wells et George Orwell. Son petit-fils Aldous a admis que ses romans tels que Le meilleur des mondes n'étaient pas seulement de la fiction, mais de véritables plans pour des types de sociétés contrôlées et asservies. Le meilleur des mondes illustre celui dans lequel les prochaines générations vivront. Voici ce qu'il écrira. Ils aimeront leur servitude dans une dictature sans larmes. Pour ainsi dire, une sorte de camp de concentration indolore pour des sociétés entières, de sorte que les gens se verront effectivement retirer leur liberté, mais en profiteront plutôt, car ils seront distraits de tout désir de se rebeller par la propagande et le lavage de cerveau, renforcés par des méthodes pharmacologiques, et cela semble la révolution finale. Aldous Huxley était l'une des seules personnalités à détailler les émergences qui règnent invariablement sur une population de consommateurs à faible revenu, où les gens pensent qu'ils sont toujours heureux, obtiennent toujours ce qu'ils veulent et ne veulent jamais ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Grâce à un processus d'élevage systématique et compliqué, c'est un lieu dans lequel l'artifice règne et les enfants sont conditionnés à privilégier le consumérisme, le plaisir sexuel et le dévouement à un état mondial. Ici, les émotions et les idéaux réels sont purgés et des concepts tels que la famille, la religion, l'empathie et l'honneur sont interdits. Tous remplacés par le nouveau processus biologique de la vie humaine, contrôlé à tous les niveaux. Le meilleur des mondes a prévu la prévalence omniprésente des drogues, à la fois légales et illégales, et comment les produits pharmaceutiques finiraient par calmer un nombre croissant d'enfants. Le génie génétique, l'euthanasie et même la corruption au sommet du sport mondial font tous partie de son avenir cauchemardesque où une culture populaire artificielle et banale opiace les masses. Dans le meilleur des mondes, les manières dont la technologie sous le contrôle d'élites puissantes
présente une ressemblance frappante avec les méthodes utilisées par les médias sociaux, la pornographie, la publicité et la télévision. L'idée de Huxley de films interactifs sensibles anticipe la télé-réalité, les selfies et le voyeurisme sur Internet de notre époque. Et son sens du conditionnement infantile parle puissamment à un âge où les enfants aussi jeunes que 4 ans sont accros aux iPads. L'auteur britannique H.G. Wells est connu principalement pour avoir utilisé ses romans de science-fiction pour exposer leurs objectifs politiques et eugénistes. C'est la raison pour laquelle la science-fiction reste un aspect central de la grille de contrôle psychopathique. Wells et sa philosophie déformée a joué un rôle prépondérant à la création d'Hitler et de Staline en termes d'acceptabilité parmi les penseurs les plus enclins à la science dans les décennies qui ont précédé 1919. Bien que certaines personnes le qualifient comme un prophète, il n'est pas plus prophète que George Orwell ou Aldous Huxley. Ils exposent tous le plan machiavélique de ces deux organisations, comme le font encore de nos jours leurs successeurs. Dans son livre « La destruction libératrice » paru en 1914, raconte l'histoire d'une guerre généralisée aboutissant à un État mondial constitué en 10 blocs. C'est dans ce livre que l'on trouve pour la première fois l'expression « le nouvel ordre mondial ». Par la suite, il a récidivé en publiant un livre en 1940 au titre sans équivoque « Le nouvel ordre mondial ». Wells, comme vous l'aurez compris, se place sur le terrain politique basé sur l'idéologie génocidaire et eugénique de la Fabian Society. Il déclarera « Cette conspiration ouverte selon lui n'est pas un projet visant à renverser les gouvernements existants par des attaques insurrectionnelles. Il ne veut pas les détruire, ni en altérer les formes. Il faut les rendre négligeables en remplaçant leurs fonctions. C'est bien ce que fait l'Union européenne. Il n'y a aucun secret à ce sujet. Alors, comment les Fabiens ont-ils réussi à cacher ça? Nous sommes tous censés croire que le socialisme, dans son essence même, est antipathique au capitalisme. Cette croyance s'effondre depuis quelques années et de nos jours, c'est une évidence. Il écrira en 1920 que les grandes entreprises ne sont aucunement antipathiques au communisme, car plus les entreprises grandissent, plus elles se rapprochent du collectivisme. C'est la voix supérieure de l'élite qui prime au lieu de la voix des masses qui s'appauvrissent et qui subissent. Il écrira « Les nouveaux républicains constitueront une franc-maçonnerie informelle et ouverte. De toutes sortes de manières, ils influenceront et contrôleront l'appareil des gouvernements aux sensibles. Nous pouvons tisser un système mondial d'activité monétaire et économique alors que les politiciens, les diplomates et les soldats sont encore trop occupés avec leurs anciennes et bouffonneries habituelles pour réaliser ce que nous faisons. » Wells a préconisé non seulement le meurtre, mais aussi la stérilisation et le contrôle des naissances comme un moyen efficace de débarrasser la Terre des races et des peuples inférieurs qui sont des mangeurs inutiles. Et l'État doit éduquer les gens et contrôler leur esprit pour le servir docilement. Il croyait que l'évolution opérant d'elle-même n'était pas progressiste, mais devait être dirigée par l'élite instruite et intelligente. Il était fermement opposé à ce que les chrétiens soient autorisés à enseigner Dieu et leurs enfants à la tolérance religieuse. Pour toutes ces raisons, il a activement travaillé à l'établissement du programme d'eugéniste. Ses œuvres ne seront pas de simples divertissements ou théoriques. Ce sont des travaux futuristes qui devront entraîner l'asservissement de la société. Comme il le souligne dans son livre Le Nouvel Ordre Mondial, vers la fin de sa vie,
Wells a plus ou moins fait défection et a essayé d'avertir le monde. Mais il était trop tard. Ces livres destinés à avertir la personne ordinaire ont été pour la plupart détruits et indisponibles jusqu'à récemment. À un moment donné, il a eu une relation intime avec Margaret Sanger, qui partageait la même idéologie mortifère. Elle fondera en 1916 le planning familial pour le contrôle des naissances. Et à partir de là, il sera rapidement développé en un mouvement qui deviendra mondial. Les eugénistes sont divisés en deux camps, le positif et le négatif. Le camp positif croit qu'il faut encourager ceux qui ont une génétique supérieure à la fois à avoir plus d'enfants que ceux qui ont une génétique inférieure. Et le camp négatif croit qu'il faut empêcher ceux dont la génétique est inférieure à avoir des enfants. Elle se situait dans le second camp. Ils en sont tous venus à croire que le domaine de la génétique était la clé de tous les traits et comportements humains. Elle était convaincue que la génétique des gens pauvres les rendait incapables de se développer en membres utiles de la race humaine. En permettant aux pauvres de se reproduire, elle croyait qu'ils allaient submerger l'élite privilégiée par leur nombre. Son programme et celui de ses associés étaient donc la stérilisation des handicapés, déficients mentaux et physiques, des épileptiques et des populations noires. C'est ainsi qu'ils ont réussi à convaincre plus de 30 États américains pour la stérilisation obligatoire, qui ont adopté des lois autorisant les agences à stériliser de force celles considérées comme inaptes à procréer, et qui se pérennisera jusqu'à nos jours dans un silence total des mainstream dont on sait à qui ils appartiennent. Elle écrira « La chose la plus miséricordieuse que la grande famille fasse à l'un de ses membres en bas âge, c'est de le tuer. Ou aucune femme n'aura le droit légal d'avoir un enfant, et aucun homme n'aura le droit de devenir père sans autorisation parentale. » Tout au long de sa vie, Margaret Sanger a soutenu que les pauvres et les handicapés étaient des sous-humains. Stériliser les pauvres était l'une de ses obsessions. Dans l'un de ses discours en 1932, elle expliquera que la paix exigeait que les gens appliquent une politique sévère et rigide de stérilisation et de ségrégation à cette catégorie de population dont la descendance est déjà contaminée et dont l'héritage est tel que des traits répréhensibles peuvent être transmis à la progéniture. En 1926, elle a accepté une invitation à prendre la parole au sein du Ku Klux Klan, dans sa branche féminine. Cette organisation franc-maçonne dont le grand pontife était Albert Pike, celui qui avait déjà programmé les 3 guerres mondiales et diverses révolutions à venir sur toute la planète, pour la prise de contrôle de l'humanité par cette minorité amorale. Les racistes l'ont acclamé. Par la suite, ils seront autorisés à écrire dans son journal, la Revue pour le contrôle des naissances, et invités à l'aider à diriger son organisation. N'étant pas naïve, elle comprenait les implications pratiques que ses opinions sur la pauvreté et les traits raciaux indignes auraient sur les minorités. Lorsqu'elle a cherché à accroître l'engagement envers le contrôle des naissances dans les communautés pauvres par le biais de son projet noir, Sanger craignait leur réaction qui pourrait logiquement en tirer des conclusions, étant donné les effets de sa quête pour empêcher les plus démunis d'avoir des familles. En 1939, elle écrit une lettre à son collègue eugéniste, le Dr Clarence Gamble, l'héritier de la fortune Procter & Gamble, exposant ses objectifs pour la gestion des relations publiques. Voici ce qu'elle écrit. Le travail de ministre est également important et il devrait également être formé, peut-être par la Fédération quant à nos idéaux et au but que nous espérons atteindre. Nous ne voulons pas que l'on entende dire que nous voulons exterminer la population noire.
Et le ministre est l'homme qui rectifiera cette idée, si jamais elle se présente à l'un de leurs membres les plus rebelles. Quelque temps plus tard, il en résultera la légalisation de la stérilisation forcée. Margaret Sanger et le planning familial étaient pleinement conscients que les minorités étaient fortement représentées dans les catégories de personnes qu'elle appelait les déchets humains et erreurs raciales. La fondatrice de la Fabian Society, Beatrice Webb, considérait l'eugénisme comme la question la plus importante de toutes, tandis que son mari Sidney révélait le caractère étatiste et dirigiste du mouvement avec la déclaration selon laquelle aucun eugéniste ne peut être un individualiste du laisser-faire. Il doit interférer encore et encore. Et pour Georges Bernard Shaw, le seul socialisme fondamental possible est la socialisation de l'élevage sélectif de l'homme. La Riviera, c'est là où j'ai été conçu. Rien à voir avec la Riviera en France. La voiture fabriquée à Détroit. On disait qu'un enfant conçu dans l'amour avait une plus grande chance d'être heureux. C'est une chose que l'on ne dit plus. Je ne comprendrai jamais ce qui a poussé ma mère à placer sa confiance dans les mains de Dieu plutôt que dans celle de son généticien local. 10 doigts, 10 orteils, c'est tout ce qui importait autrefois. Plus maintenant. Le jour où je suis né, alors que je n'étais âgé que de quelques secondes, le moment exact et la cause de ma mort étaient déjà connus. Affection neurologique, 60% de probabilité. Psychose maniaco-dépressive, 40% de probabilité. Hyperactivité, 89% de probabilité. Trouble cardiaque, 89% de probabilité. Risque de mort prématurée. Espérance de vie, 30 ans et 2 mois. 30 ans. Le nom sur le certificat, Anton. Non, Vincent Anton. Oui, c'est un joli nom. Je sais qu'il fera quelque chose. Tu feras quelque chose. Pourquoi investirais ton temps d'argent pour m'entraîner, alors qu'il y a un millier de candidats avec un bien meilleur profil? Peu importait le nombre de mensonges dans mon CV, mon véritable CV était dans mes cellules. Un légitime dépistage de drogue peut tout aussi bien se transformer en un coup d'œil illégitime sur votre avenir dans la compagnie. Bien entendu, la discrimination est illégale. On appelle ça du génoïsme. Mais personne ne prend la loi au sérieux. Pour les êtres génétiquement supérieurs, le succès est plus facile à atteindre. Et quand pour une raison ou une autre, un membre de l'élite traverse une période difficile, son identité génétique devient un bien précieux pour les gens sans scrupules. Ce qui est perdu pour l'un est gagné pour l'autre. Qu'est-ce que je vous avais dit? Vous vous ressemblez tellement que je vais doubler mes honoraires. J'ai envie d'être là-haut. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? C'est ce que je veux découvrir, Jérôme. Appelle-moi Eugène. Si tu dois être Jérôme, il faut que tu commences à t'y habituer. Il semble que vous ayez tous les dons qu'il vous accorde et plus encore. Je n'ai toujours eu que la 2e place. Alors toi, comment peux-tu espérer réussir? Ils ont affiché ma photo sur tous les écrans de leur réseau informatique. Il était gardien ici il y a quelques années avant de disparaître dans la nature. Ils vont me reconnaître. Ils ne vont pas te reconnaître. Je sais qu'ils vont me reconnaître. Moi, je ne te reconnais pas du tout. Jamais ils ne voudront admettre qu'un membre de leur élite ait pu tous les berner depuis si longtemps. Ne me touche pas. Je ne sais même pas qui tu es. Quand ils te regardent, ce n'est plus toi qu'ils voient, ils ne voient que moi. C'est seulement une question de temps, monsieur. Seulement une question de temps. Tu es Jérôme Moreau, navigateur première classe. Je ne suis pas Jérôme Moreau. Il est encore temps de faire marche arrière. Ce soir, c'est moi qui suis l'inspecteur de service. Personne ne quitte les lieux, s'il vous plaît. Vérifiez les perruques, vérifiez les lentilles de contact, vérifiez les dentiers. Je veux les serviettes, je veux les mégots, je veux la salive sur les tasses. Alors ?
Dans la famille Huxley, demandez l'autre petit-fils, Julian Huxley, le frère d'Aldous, qui fut vice-président de l'Eugenic Society britannique de 1937 à 1944. Et en 1946, il fut également le directeur général de l'ONU pour l'éducation, la science et de la culture à l'UNESCO. Il déclarera « Même s'il est tout à fait vrai qu'une politique eugénique radicale sera pendant de nombreuses années politiquement et psychologiquement impossible, il sera important pour l'UNESCO de voir que le problème eugénique soit examiné avec le plus grand soin et que l'esprit du public soit informé des problèmes en jeu, de sorte que ce qui est maintenant impensable peut au moins le devenir. » Et le GIEC fait partie de l'ONU, créé par les Fabiens pour atteindre leurs objectifs socialo-communistes au fil du temps. Cela vous aide à comprendre le contexte dans lequel ils basent leur propagande sur le réchauffement climatique et donc politique. Une pandémie est un moyen efficace de se débarrasser des mangeurs inutiles, sans détruire les biens. La pandémie de grippe de 1918-1919 a infecté 20% de la population mondiale et tué plus de 60 millions de personnes. C'est environ 3 fois plus que toutes celles qui ont été tuées et mutilées pendant la Première Guerre mondiale, et c'est comparable aux pertes de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, cette peste moderne est passée aux oubliettes de notre histoire. Pourquoi ? Était-ce une stratégie délibérée des jésuites tapis dans l'ombre pour finir le travail qu'ils ont commencé ? La Révolution dite française a tué 2 millions de nos ancêtres, quand en fait, ils voulaient les tuer tous, c'est-à-dire 26 millions de Français. Pas étonnant que toutes ces entités criminelles soient venues comme Karl Marx et bien d'autres en France pour étudier le drame caché de notre histoire, pour l'avoir ensuite mis en œuvre dans les autres pays depuis plus de 2 siècles. Alors, comment ne pas se poser la question sur les origines de la grippe dite espagnole, qui aurait dû être nommée en réalité la pneumonie bactérienne de Rockefeller. Étonnamment, dans l'histoire dramatique de nos ancêtres, nous retrouvons un autre Goethe, Frédéric Goetz, qui apparaît dans l'histoire tragique de l'après-Grande Guerre. Membre de la Fabian Society, il a étudié à l'université de Yale.
celle-ci ayant sa société secrète strictement célèbre, le Skull and Bones, étant un lien direct avec le nazisme. Il n'y a aucune affirmation qu'il ait pu en être membre. C'est une sacrée coïncidence que son nom soit aussi porté par Bill et aussi associé à la famille Rockefeller comme Frederick Gates l'était, et qui partage la même idéologie génocidaire. Le père de Bill, William Henry Gates Sr., banquier et avocat de premier plan, était également profondément impliqué, siégeant au conseil d'administration de Margaret Sanger, le planning familial ou parentalité planifiée, promouvant la législation sur l'avortement, qui est aujourd'hui une usine d'avortement et de vente de matériel extrait de fœtus avortés, avec en arrière-plan des pratiques douteuses, scandaleuses de trafic. Quel est le pourcentage de probabilité que tout ceci soit dû au hasard? Pour ces multimilliardaires, c'est récurrent de brouiller les pistes sur leurs origines. On ne peut donc avoir que de fortes suspicions. Beaucoup pensent qu'il serait bien son grand-père sans que ceci soit affirmé. Le père de Frederick Gates était médecin et le père de John Davidson, un voleur et charlatan bigame qui vendait de l'huile de serpent, fugitif et recherché pour viol. Il a utilisé un titre inventé se présentant comme Dr Bill Livingstone, célèbre spécialiste du cancer, bien qu'il ne soit ni médecin, ni célèbre, ni spécialiste du cancer. Deux familles au parcours disparate. Là aussi, c'est un pur hasard que le caducée pharmaceutique soit un serpent qui entoure une coupe sur une croix. Est-ce vraiment relié à la déesse de la santé Igi? C'est de notoriété publique que, pour tous ces satanistes, les chrétiens doivent disparaître. L'association Gates-Rockefeller sera plus que fructueuse. Rockefeller était déjà milliardaire grâce à la Standard Oil. Il s'enrichira encore plus et sur ses conseils, il lui fera remarquer qu'en faisant la promotion uniquement de ses médicaments et des traitements, il pourra avoir un contrôle des populations. Frederick Gates créa la Fondation Rockefeller en 1913, le premier outil dans lequel, sous le vocable de charité, les milliardaires américains mettent en œuvre la forme de l'ingénierie sociale et de la politique qu'ils souhaitent imposer au gouvernement. Toutes les autres fondations, jusqu'à la Soros Open Society, sont créées sur ce modèle original. Sous la direction de Frederick Gates, qui était le gestionnaire de la Fondation Rockefeller, cette institution a financé 3 volets. Les chaires de médecine, celles de sciences sociales, le contrôle de l'opinion publique à travers la sociologie et l'eugénisme. De la même façon qu'il avait racheté toutes les petites concessions de pétrole en sous-main en ruinant les petits propriétaires. Il renouvellera l'opération avec les petits laboratoires. S'il n'était pas le propriétaire, il en deviendra le principal actionnaire. Gates lui proposera de former la Rockefeller Institute Medical, appelé depuis Rockefeller University, basée à Londres. Frederick Gates était membre de la Fabian Society. Des études l'accusent d'être le coupable de l'épidémie de grippe dite espagnole qui a tué plus d'hommes entre 1918 et 1919 que la Grande Guerre. Ce sont les Espagnols les premiers qui ont alerté le reste du monde, qui n'était pas encore censuré comme c'était déjà le cas en France. La pandémie ne provenait pas d'Espagne, ni même des fronts européens. Ce sont les soldats américains déjà infectés qui l'ont apporté, à commencer par la France, qui en a payé un lourd tribut après la Serbie. Les autopsies de morts exhumés ont montré qu'ils n'ont pas été tués par le virus de la grippe, mais par une infection pulmonaire bactérienne, à streptocoque. Et la Fondation Rockefeller et les Britanniques ont largement distribué un certain nombre de vaccins totalement expérimentaux et qui ont été conçus et fabriqués grossièrement. Les premiers cas de grippe dite espagnole a été détecté à Fort Riley au Kansas en 1918.
La Fondation Rockefeller a administré l'injection promue par Frederick Gates à 4700 soldats. Frederick Gates lui-même le rapporte. Reçu le 20 juillet 1918. À Fort Riley, la maladie s'est manifestée immédiatement, le même jour que la 3e injection, et sous forme explosive. Un précédent très sinistre, qui rappelle notre triste actualité. Par la propagande de peur véhiculée par les médias, les autorités gouvernementales obligeront la population à se faire vacciner. Les autres pays emboîteront le pas. La propagande voulait que la grippe qui sévissait en Europe était extrêmement mortelle alors que c'était juste de la grippe saisonnière. La vaccination intensive tuera entre 50 et 100 millions de personnes et les seules qui n'en mourront pas, ce seront celles qui ne seront pas tombées dans le piège de la propagande. Les victimes principales avaient moins de 40 ans. Beaucoup de personnes anti-masques s'insurgeront. Une partie de la population résistera à le porter. Elle ne fera pas plus confiance en leurs gouvernants à cette époque-là qu'elle ne le fait de nos jours, qui, en toute logique, en comprenaient toute l'absurdité. Woodrow Wilson était le premier président des USA et membre fabien entre 1914 et 1924. Déjà à l'époque, ces entités élitistes se dispensaient d'emporter, comme c'est le cas de nos jours. Toute cette mascarade génocidaire sera dénoncée en 1948 par Heinrich Müller, l'ancien chef de la Gestapo, qui avouera à son interlocuteur de la CIA que le fléau le plus dévastateur de l'histoire de l'humanité était une création de l'homme. Il a déclaré que la fausse grippe était une arme de guerre bactériologique de l'armée américaine, destinée à éradiquer la population mondiale. Pour justifier la politique de réduction de la population, le thème du réchauffement climatique est largement mis en avant. L'affirmation selon laquelle le dioxyde de carbone produit par l'homme ferait griller la Terre, ferait fondre les calottes glaciaires et détruira la vie humaine est absurde. Le CO2 est absorbé par les océans, fait prospérer les arbres qui, en contrepartie, fabriquent l'oxygène dont nous avons besoin pour vivre. Il faut suffisamment semer la peur du changement climatique causé par l'homme et de le faire culpabiliser pour forcer les réductions mondiales de l'activité industrielle et arrêter le développement du tiers-monde. Alors que ce sont les mêmes qui sont à l'origine de la pollution et n'hésitent pas à détruire les forêts et ceux se trouvant dans les villes pour les remplacer par des sols bétonnés. Ils cachent les énergies libres qui libéreraient toute l'humanité de sa servitude en proposant d'autres alternatives plus humaines pour vivre sainement. Il y a quelques décennies, pratiquement tous les scénarios de peur du canular climatique d'aujourd'hui ont pris racine. Les scientistes utilisent les sciences statisticiennes pour étayer les craintes qui sont uniquement faites pour que les mesures définitives puissent être prises par les décideurs. Il y a eu le refroidissement mondial, puis l'arrivée d'une ère glaciaire, puis le réchauffement climatique avec la montée des eaux. Encore une absurdité que chacun d'entre vous pouvait reproduire en mettant un glaçon dans l'eau qui, en fondant, ne fera pas bouger le niveau de l'eau. Celle-ci changera simplement d'état.
La politique de contrôle de la population mondiale est fermement basée sur le mouvement eugéniste post-hitlérien qui a pris des noms des plus acceptables de conservation et d'environnementalisme dans la période de l'après-guerre qui n'a pas véritablement cessé. Depuis l'an 2000, ils propagandent que nous sommes en surnombre et serions près de 8 milliards. Aurait-on doublé la population mondiale en l'espace de 21 ans ? Alors que les guerres à travers le monde n'ont pas cessé et les générations de l'après-guerre vivent bien moins longtemps que leurs ancêtres, avec un nombre de cancers croissants et de multiples pathologies qui se déclarent de plus en plus jeunes. Avez-vous constaté qu'en traversant la France, les paysages ne sont que des champs ? L'illusion nous est donnée puisque la plupart d'entre nous vivons dans les villes où nous sommes concentrés. À la surface de la planète, les déserts sont nombreux. Et les films aériens nous montrent toutes ces montagnes, ces plaines, ces forêts qui sont extrêmement denses, sans aucune habitation. Mais où se trouve la surpopulation ? Leurs acteurs de crise sont là pour nous le faire croire. Il suffit d'ouvrir les yeux et de constater que tout ceci est une tromperie de plus. La pandémie de grippe dite espagnole se répète dans celle d'aujourd'hui avec les mêmes ingrédients. C'est un remake. Ils n'ont pas changé le scénario. Ils l'ont perfectionné. Les forces sataniques et leurs serviteurs à guichet fermé, dont beaucoup agissent en tant que nos dirigeants, sont à l'origine de toutes nos pandémies passées et présentes. Chaque fois que la population humaine augmente au-delà de leur contrôle, ils commencent à introduire des guerres, des pandémies et de l'eugénisme pour nous abattre. Ils l'ont fait à de multiples reprises, et par une remise à zéro de l'histoire humaine, ils ont détruit les livres et réécrit l'histoire. Manipulé votre esprit et celui de vos ancêtres dans leurs écoles de propagande. Il y a eu plusieurs déluges, de grandes guerres, des révolutions et bien sûr des pestes. Ils ont également créé des systèmes sociaux et économiques pour nous contrôler et nous réprimer. Mais soyez certains, ils ne pourront jamais étouffer l'esprit humain. Ils ne pourront jamais égaler la source qui n'est qu'amour et perfection. Le mal ne triomphera pas. Sur cette stèle funeste, plusieurs langues y sont inscrites, mais la langue française n'y figure pas. La France est-elle dans leur programme de disparition totale ?
et la technologie sont des béquilles et des jouets ne seront jamais à la hauteur de la technologie organique ultime qu'est votre corps. Bien sûr, nos corps ont été empoisonnés et abrutis, mais nous pouvons encore faire des choses incroyables, une fois pleinement éveillés, qui effaceront le besoin de toute leur technologie. Votre corps s'autorégule, il n'a pas besoin de recevoir des injections ni de traitements artificiels aux effets secondaires incalculables. Ils vous ont fait croire que la médecine naturelle était une science de charlatans. Si celle-ci l'était, quelles sont les raisons de vouloir l'interdire si elle est inefficace? Dans ce monde aux valeurs totalement inversées, qui allez-vous croire? La vérité se trouve tout autour de vous. Il suffit d'observer la nature et la manière dont vivent et se soignent les animaux sauvages. C'est une très belle leçon de vie. Les injections sont des poisons et peuvent vous endommager irrémédiablement, voire vous couper de votre source divine. Les masques sont malsains et dégradants, comme nous l'avons vu dans la première partie de ce film. C'est un signe d'esclavage et de soumission qui perdurera si vous consentez à l'être et conditionnera le futur de vos enfants. La distanciation sociale est destinée à vous diviser et vous conquérir. Le but de ces parasites est de vous rendre pauvres, parce que les pauvres n'ont aucun pouvoir. La pauvreté, la peur et l'ignorance sont leurs clés sur notre planète, qu'ils ont rendus malades, comme la plupart d'entre nous le sommes. Vous êtes tous des êtres souverains. Vous n'avez aucunement besoin d'eux pour exister. Sans votre consentement, ils ne peuvent rien faire. Reprenez-leur votre pouvoir. Et surtout, cherchez la connaissance qui vous rendra libre. C'est la meilleure arme que vous pourrez avoir pour les contrer. Ils n'attendent que votre violence pour vous faire tomber dans leur piège en vous provoquant et vous envoyer dans l'abîme. Les humains doivent s'unir plus que jamais pour vaincre toute la perversité qui les anime. C'est vraiment moins qu'une question de santé et de contrôle dont se nourrissent les parasites des dimensions inférieures. Ce n'est que lorsque nous nous reconnecterons collectivement à notre moi que nous battrons et échapperons à ce cauchemar pandémique récurrent et de leur matrice artificielle. Nous ne les nourrirons plus. Sans votre peur, ils n'ont aucun pouvoir. Ils ne pourront jamais avoir de prise sur vous. Votre peur est leur carburant pour avancer. Ne leur donnez pas cette énergie. Transformez-la et utilisez-la pour créer en énergie d'amour qui participeront à élever vos vibrations pour faire naître la nouvelle terre sur laquelle vous voulez voir grandir vos enfants et prospérer parmi les animaux qu'ils auront cessé de faire souffrir. Cherchez le sauveur qui est en vous et non pas à l'extérieur. Ce sont encore et toujours les mêmes familles qui ont créé le mouvement New Age dans les années 60 pour vous faire espérer et vous détourner de la source. Ils vous leurront avec leurs faux Christ et leurs faux prophètes et de par votre inertie, ils continueront à mettre en place la tyrannie mondiale et couperont votre âme de la source. Elle a mis en vous toutes les solutions pour vaincre ces entités parasites. Soyez le chemin rayonnant pour vos enfants. Nous, les êtres humains, sommes la force de dire non et de ne plus consentir à ce jeu de dupes où l'humanité reste toujours perdante. Soyons unis, l'unité fait notre force. Nous sommes tous l'étincelle de la divine source.